Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous de la Société française des urbanistes. Un rendez-vous exceptionnel puisqu'on a l'honneur de recevoir Marine Duros. Marine Duros, il va nous faire une présentation, je pense, extrêmement intéressante. Donc, Marine, vous êtes chercheuse. On peut peut-être mettre la première slide, si vous le souhaitez, qui résume un petit peu votre parcours. Donc, vous êtes chercheuse au centre Maurice Halbwachs. Maurice Halbwachs était un grand sociologue de l'entre-deux-guerres qui est né en 1877. Il est mort en déportation en 1945. Il a beaucoup travaillé, vous venez de nous l'apprendre, sur le prix du foncier, mais aussi sur la mémoire collective et les cadres sociaux de la mémoire collective. Donc voilà, on partageait un aparté qu'il avait vraisemblablement eu des contacts ou rencontré les fondateurs et les adhérents de la Société française des urbanistes pendant l'entre-deux-guerres. Alors, ce centre, en fait, aujourd'hui, c'est un centre de recherche en sciences sociales. Il est hébergé sur le campus de l'École normale supérieure. Il regroupe donc l'ENS, l'École des hautes études en sciences sociales, le CNRS et l'INRAE. Voilà, en deux mots, et on a l'honneur de vous retrouver ce soir sur la thématique qu'on a intitulée Comment la finance s'empare de nos villes. Et vous allez donc nous expliquer comment vous avez traité ce sujet dans votre thèse de départ, puis dans votre ouvrage qu'on découvre à l'écran. Voilà, donc comme d'habitude, dans tous les rendez-vous de la SFU, c'est filmé. Il y aura une restitution sur notre chaîne YouTube. On va vous écouter pendant quelques minutes et j'invite à tout le monde à éteindre les caméras et les micros le temps de votre présentation et après on vous retrouvera pour le débat. Voilà Marine, encore mille merci et puis on vous laisse l'estrade. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc pour commencer cette présentation, je voudrais vous présenter ce projet immobilier qui est sorti de terre en septembre dernier, l'Arboretum à Nanterre, donc dans les Hauts-de-Seine. Ce sont 125 000 mètres carrés de bureaux et de services, salles d'escalade, restaurants et un parc privé de 9 hectares, donc environ l'équivalent de 13 terrains de football, qui a obtenu le prix de Best Structural Project lors du MIPIM, du Salon international de l'immobilier à Cannes. Ces bureaux, leur spécificité, c'est qu'en fait, alors ils ont été inaugurés déjà par Emmanuel Macron le 19 septembre 2024, qui a présenté ces bureaux comme étant le symbole de l'écologie à la française, le plus grand campus de bureaux en bois massif d'Europe, empreinte carbone minimale. Sauf que la très grande majorité de ces bureaux sont en réalité vides. Il y a environ, alors, dernière nouvelle, c'était un peu plus de 10% de ces bureaux qui avaient été loués pour le moment par des entreprises, le reste étant toujours vide. Ces bureaux, en fait, ils sont la propriété d'un fonds d'investissement immobilier. Je reviendrai sur la définition de fonds d'investissement immobilier qui se dénomme Ikawood et qui regroupe différents fonds, notamment Ivanhoe et Cambridge, fonds Peugeot. Je reviendrai sur les différents investisseurs qui sont au sein de ce fonds. Donc, ce cas d'étude est loin d'être unique puisque, en fait, en Île-de-France, on a aujourd'hui 6 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides. Ce que je montre dans ce livre, c'est que cette surproduction, en fait, elle n'est pas la conséquence du Covid et de l'avènement du télétravail post-Covid, elle est bien plus antérieure et cette dynamique de surproduction était bien en place donc avant la pandémie. Pour donner quelques chiffres, en 2019, alors qu'on avait déjà 3 millions de mètres carrés de bureaux qui étaient vides en Île-de-France et que la demande de bureaux était en baisse, on construisait le chiffre record de 2,5 millions de mètres carrés supplémentaires, donc des bureaux dits en blanc, c'est-à-dire sans utilisateurs préalablement identifiés. Et en 2023, sur les 2 millions de mètres carrés de bureaux neufs mis en chantier, seul un quart d'entre eux avaient trouvé des entreprises locataires.
Pour moi, c'est pas pour moi, ces bureaux, ce que j'ai pu analyser dans le livre, c'est que ces bureaux vides ne sont en fait ce que j'appelle la partie émergée finalement de la financiarisation de l'immobilier. C'est quoi cette financiarisation de l'immobilier? C'est un processus déjà qui intervient, pour être un peu rapide, dans un contexte plus large de financiarisation de l'économie, où la place prise par les marchés financiers est de plus en plus croissante. Et donc, dans ce cadre, tous ces capitaux en excédent cherchent de nouveaux débouchés, et notamment l'immobilier devient, pour reprendre David Harvey, géographe marxiste, l'immobilier devient une solution spatiale à ces crises de suraccumulation du capital. C'est un moyen finalement de fixer dans l'espace le capital pour éviter le risque de sa dévalorisation du capital en excès. Donc, à partir des années 80-90, l'immobilier, et donc c'est plus spécifiquement cette financiarisation de l'immobilier, donc parce qu'on peut dire qu'il y avait déjà des acteurs financiers évidemment qui détenaient de l'immobilier au 19e, 20e siècle, mais ce que je dénomme cette financiarisation de l'immobilier, c'est cette transformation de l'immobilier en actif financier à valoriser, géré par des sociétés financières dédiées, que sont les fonds d'investissement et les foncières cotées. Ces sociétés, on en a plusieurs. On a Blackstone, Amundi, Gecina, Unibail. Donc, ce sont, j'appelle au sens large, des fonds immobiliers. Mais il y a une grande diversité dans laquelle je suis pas sûre que ce soit on pourra y revenir peut-être lors de la discussion. Donc on a des foncières cotées en bourse, donc Gecina qui détient donc qui développe des projets immobiliers et qui conserve la propriété de ces biens et qui est la valorisation des actions dépendant de la valorisation de ce patrimoine immobilier. On a des fonds d'investissement qui gèrent des produits type Société civile de placement immobilier, OPCI, donc c'est Amundi par exemple, qui est un fonds non coté. On a aussi des fonds non réglementés comme Blackstone, qui est le propriétaire les plus importants à l'échelle d'immobilier à l'échelle internationale. En France, ce sont les bureaux qui sont privilégiés par ces fonds immobiliers. Pourquoi les bureaux? Parce qu'en fait, historiquement, les bureaux en fait sont plus rentables que les logements, mais aussi parce que il y a des frais de gestion, on va dire, moins onéreux. On peut louer d'un coup des grands plateaux par rapport à louer, on va dire, dans le détail des logements. Et en plus de ça, ils disposent ils revêtent une attention politique et médiatique moins importante que le logement, ce qui a pu jouer aussi dans l'intérêt de ces fonds pour les bureaux. Donc, bureaux, évidemment, commerce, entrepôt logistique, on va voir qu'aujourd'hui, maintenant, ils se diversifient de plus en plus, ils retournent vers le logement. Mais en tout, pour avoir un ordre d'idée, on a plus ou moins 610 milliards de dollars qui sont détenus par ces fonds en France. C'est plus ou moins l'équivalent du PIB de la Belgique. Ce phénomène est bien sûr loin de concerner seulement la France. Il opère à l'échelle mondiale. On observe en fait ces dernières décennies une croissance de la capitalisation des principaux fonds immobiliers à l'échelle globale. Là, si on prend les principaux fonds immobiliers à l'échelle globale, avec ces données, on observe que il gérait 1300 milliards d'immobilier et ils en gèrent presque 5 fois plus en 2021. Donc, c'est lié à la fois au fait que les biens se sont valorisés, mais aussi par le fait qu'ils détiennent des parts croissantes d'immobilier. Je reviendrai évidemment sur la période récente de baisse de la capitalisation, qui ne veut pas dire qu'ils détiennent moins d'immobilier, mais simplement que les biens se sont un peu dévalorisés. On y reviendra. Donc,
Déjà eu des travaux en géographie qui critiquent, qui ont analysé ce processus aussi de financiarisation, notamment les travaux d'Antoine Guironnet et de Ludovic Albert, par exemple dans leur livre L'Empire urbain de la finance. Moi, ma spécificité, c'est d'approcher cette financiarisation sous un angle davantage sociologique, je croise en fait les travaux de sociologie de la finance et d'économie politique pour analyser ce que j'appelle cette architecture institutionnelle qui sous-tend la financiarisation du secteur. Non seulement c'est un ensemble de réglementations, de dispositifs juridiques, mais aussi toutes les formes d'organisation du travail qui facilitent cette financiarisation, les normes professionnelles, les conventions implicites qui font que finalement cette financiarisation ait lieu. Les causes sociales, pour essayer de résumer tout ça, j'ai étudié un peu les causes sociales de cette financiarisation. Et plus spécifiquement, je me suis intéressée aussi à la manière dont la valeur, dont la valeur était édifiée, finalement, était sur ce marché. Bon, le titre de ma thèse, c'était l'édifice de la valeur, sociologie de la financiarisation de l'immobilier, donc soutenu en 2022. Du coup, je me suis intéressée à ces dynamiques de valorisation sur ce marché des bureaux et à la manière dont se forment les bulles immobilières sur ce marché. Pour cela, j'ai adopté une double méthodologie. Donc, j'ai fait une enquête socio-historique et ethnographique. Donc, dans un premier temps, j'ai analysé d'abord des archives privées d'entrepreneurs de cette financiarisation. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à des archives de deux financiers qui ont été clés dans ces dynamiques de financiarisation dans les années 1990, qui ont édifié tout un tas de dispositifs de réforme de ces marchés de l'immobilier financier, j'y reviendrai, mais également j'ai pu étudier de la littérature grise, donc c'est-à-dire les revues professionnelles du secteur, des rapports du secteur produits dans les années 90. De plus, j'ai effectué une observation, donc ça c'est pour la partie plus historique, et j'ai fait évidemment pour cette partie socio-historique tout un tas aussi d'entretiens comme archives orales pour compléter ces archives et l'analyse de la littérature grise. À côté, j'ai effectué une observation participante transversale d'1 an au sein d'un grand cabinet de conseil en immobilier en 2018-2019. Et des observations, donc observation participante transversale, excusez-moi, il faut que je le précise quand même, c'est le fait de passer dans plusieurs espaces de l'entreprise, plusieurs lieux, puisque j'ai fait un stage dans différents services de l'entreprise, ce qui m'a permis en fait de mettre au jour les différentes relations entre les agents de ce secteur et notamment de l'entreprise. J'ai fait également des observations de nombreux événements de l'immobilier, de groupes de travail et des entretiens. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 90? Déjà, c'est important de bien fixer cette photographie, on va dire, de l'avant-après. Évidemment, il y a des subtilités. C'est pas une rupture, même si elle est assez rapide. Enfin, les années 90 sont vraiment des années de bouleversement de ce secteur de l'immobilier qu'on pouvait qualifier avant d'institutionnel, donc détenu par les compagnies d'assurance. Il y a un vrai basculement qui s'opère en une dizaine d'années. Donc, avant les années 90, globalement, les compagnies d'assurance, mais aussi la Caisse des dépôts et consignations, donc tous ces investisseurs institutionnels, qu'on appelle aussi les zinzins, détenaient déjà évidemment de l'immobilier. Cet immobilier était détenu en fait principalement comme un bien patrimonial, dans le sens où l'objectif était avant tout de percevoir des rendements locatifs sans recherche de plus-value à la revente. L'objectif étant de couvrir leurs engagements auprès de leurs clients en cas de sinistre. Le type de bien qui était principalement détenu, c'était des logements. Donc la durée de détention était de long terme et l'immeuble était détenu dans son entièreté. On avait également une intégration de tout un tas d'activités de gestion technique de l'immeuble, voilà, administrative, de gestion matérielle de l'immeuble. Et le basculement qui s'opère à la fin des années 90, c'est que ces investisseurs institutionnels vont
déléguer leurs fonds, la gestion de leur patrimoine à des fonds dédiés qu'ils ont eux-mêmes créés. Donc, pour prendre un exemple, avant AXA, on avait AXA qui détenait un patrimoine immobilier et elle crée la filiale AXA Real Estate qui permet du coup qui est un fonds pour gérer tout ce patrimoine immobilier. Les modalités de gestion de ce patrimoine évoluent. L'immobilier n'est plus un simple bien patrimonial, mais il est considéré comme un actif financier. Il fait l'objet d'une comparaison avec les actions, les obligations en termes de rentabilité. Et là, la logique de détention, d'un coup, c'est plutôt une logique de moyen terme, court terme, en fonction des stratégies des investisseurs. Mais l'objectif, c'est aussi de générer des plus-values en plus de ses loyers. Cette fois-ci, l'immeuble, il est titrisé dans le sens où, en fait, l'immeuble n'est plus détenu en direct, mais il est divisé en parts. Et donc, évidemment, des investisseurs particuliers peuvent acheter une part d'immeuble. Et ça permet aussi de faire affluer tout un tas de capitaux dans l'immobilier et donc de rendre plus liquide l'immobilier. C'est-à-dire, on peut acheter et vendre plus facilement des parts. Et donc, dans ce cadre, on a une externalisation de toutes les activités dites techniques de l'immeuble. C'est dans ce cadre qu'on verra se créer des sociétés de property management, donc c'est-à-dire gestion plus technique de l'immeuble ou de facility management, l'objectif du fonds étant de se concentrer sur la dimension purement financière de l'immeuble. Comment s'est opérée cette transformation? Elle s'opère en fait grâce à un tas de réglementations donc déjà, voilà, je vous ai parlé de cette architecture institutionnelle. Donc déjà, ce sont des réglementations qui vont favoriser ces changements. Ces réglementations, notamment, on a dans les années 90 la baisse des droits de mutation immobilier, c'est-à-dire que avant, donc, la taxe lors d'une transaction de bureau c'était une taxe qui était à 18,7% de la valeur de l'immeuble, et elle est baissée à, j'ai plus le chiffre exact, j'allais dire 5%, mais je crois que c'est 4,7%. En tout cas, voilà, elle est très nettement baissée. Et du coup, ce qui va stimuler fortement les transactions sur le marché de l'immobilier de bureau. Petit point, du coup, que j'ai oublié de préciser juste avant, c'est que, bien sûr, comme je vous disais, dans ce processus de transformation des modalités de gestion de l'immobilier par les compagnies d'assurance, ces dernières, pour revenir au schéma précédent, elles vont se désengager de leur logement pour privilégier l'immobilier d'entreprise, notamment les bureaux, plus rentables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ça va être et donc, les professionnels du secteur qui vont se concentrer sur les investissements en immobilier de bureau vont exercer un important lobbying tout au long des années 90, les directions des compagnies d'assurance notamment, pour abaisser ces droits de mutation et donc stimuler les transactions sur le marché du bureau. À côté de ces réglementations dans les années 90, donc pour rester sur la période 90, on a tout un tas aussi de dispositifs qui vont se développer dans ces années, des indicateurs de performance immobilière. On a aussi toute une mobilisation des directions immobilières, des compagnies d'assurance pour rendre la place parisienne immobilière la plus attractive possible en organisant, par exemple, on a la Caisse des dépôts et consignations qui organise en 93 à l'hôtel Lutetia dans le 6e arrondissement un événement où sont vantés les mérites, les opportunités de la place immobilière parisienne. Et on retrouve d'ailleurs, évidemment, côté administration économique de l'État, aussi un soutien de cette dynamique de financiarisation dans le sens où cette dynamique est perçue, avec le tournant néolibéral de l'État, on peut dire, comme une manière aussi d'accroître finalement l'attractivité de la place financière à l'échelle internationale. Donc là, vous avez par exemple un rapport coproduit par le ministère de l'économie et par un institut du coup de l'IEIF, un institut d'expertise sur le marché de l'immobilier financier, qui montre au sein du rapport les opportunités du marché français en termes de croissance des prix et que c'est un marché mature pour les investisseurs internationaux.
Dans les années 2000, se poursuit cette dynamique de co-construction entre ces acteurs privés, donc ces directions immobilières des compagnies d'assurance, ces consultants, mais aussi du coup des acteurs publics, côté Bercy notamment, qui vont mettre en place tout un tas de réglementations favorisant encore plus l'afflux des capitaux dans l'immobilier. On a par exemple la création de nouveaux véhicules d'investissement immobilier, donc SCPI, OPCI, SIC. Alors, les SCPI existaient déjà, mais on a une réforme qui rend ce véhicule plus liquide. Je ne vais pas revenir sur les détails non plus parce que j'aimerais développer d'autres choses, mais on a les SIC, par exemple. C'est un nouveau statut pour les sociétés foncières cotées comme Gecina qui bénéficient d'un statut dit de transparence fiscale leur permettant d'être exonérés d'impôts en cas de reversement de la majorité des bénéfices aux actionnaires. On a également des incitations fiscales pour que les entreprises vendent leur patrimoine pour en devenir de simples locataires. Pourquoi ? Parce que, pourquoi ? Je veux dire, en tout cas, ces politiques, elles vont offrir des débouchés supplémentaires aux capitaux qui affluent sur le marché, puisque les entreprises sont incitées à se désengager de leur patrimoine et donc à devenir locataires de ces fonds immobiliers. De plus, il y a évidemment la logique de vente du patrimoine public au nom de l'austérité budgétaire dans les années 2000 qui constitue une nouvelle opportunité pour ces fonds immobiliers. En tout, la capitalisation des fonds sur la période, elle a finalement plus que doublé dans les années 2010. Et paradoxalement, ce que je montre dans ce travail, c'est que malgré cette augmentation, on va dire, cet afflux des capitaux sur le secteur qui participe à la surproduction de bureaux, en fait, on observe aussi, malgré la vacance, une augmentation très, très forte du prix des bureaux sur la période. Là, vous pouvez voir, entre les années 2010 et 2022, on a une augmentation des prix de l'immobilier de bureau de 110%, alors qu'elle est en Île-de-France plutôt de 68% pour le logement. Donc, on voit que les dynamiques inflationnistes sur le marché du bureau sont encore plus importantes. Donc, là, vous voyez en ordonnée les prix des bureaux moyens en Île-de-France. Ces prix peuvent monter, bien sûr, à des niveaux beaucoup plus élevés. Par exemple, voilà, on peut monter à 30 000 euros du mètre carré dans le quartier central des affaires, donc dans le 8e arrondissement et les alentours de Paris. Et bien sûr, il y a de fortes variabilités entre la seconde couronne parisienne et l'ultra-centre parisien. Donc, on observe, vous voyez, cette importante bulle, on pourrait se dire, voilà, c'est une bulle qui éclate, on reviendra sur la période après 2022. Et donc, moi, je me suis intéressée à comment ça se fait, quoi, comment tout ça a tenu finalement. Évidemment, on pourrait mettre en avant un premier aspect qui n'est pas des moindres, c'est la politique monétaire des taux bas menée par la Banque centrale européenne dans les années 2010, qui va participer à baisser le coût du crédit et à survaloriser aussi le prix des bureaux. Mais ensuite, on va voir qu'il y a aussi toute une organisation professionnelle qui aussi maintient finalement cette hausse des prix de manière finalement plutôt de manière organisée. En effet, ce que j'ai analysé dans mon travail, et donc là on voit peut-être davantage la dimension sociologique par rapport au début de cette présentation, c'est que j'ai pu identifier dans le cadre de mon enquête la constitution d'un champ de l'immobilier financiarisé à la suite, voilà, à la fin des années 90. Et ce champ de l'immobilier financiarisé, pour reprendre le discours d'un enquêté qui est loin d'être le seul, qui parle d'un microcosme particulièrement refermé sur lui-même. D'autres enquêtés parlent d'un monde endogamique. Mais en tout cas, c'est un petit nombre d'acteurs, principalement situés dans l'ouest parisien, qui partagent tout un ensemble d'espaces, se retrouver, notamment dans les formations. On a des formations spécialisées en finance immobilière, par exemple à l'Université Paris-Dauphine ou à l'ESSEC, mais également on a des associations professionnelles comme l'ARIX, on a des cercles de l'immobilier. Là, j'ai mis le cercle des femmes de l'immobilier, mais il y a
tout un tas d'autres cercles, le club de l'immobilier, le club de rugby de l'immobilier, les foulées de l'immobilier, tout un tas de lieux où ces professionnels peuvent consolider des liens d'amitié professionnels. Et donc, on voit bien du coup là qu'on est évidemment loin de la logique du marché en concurrence pure et parfaite, où finalement on aurait, où la loi de l'offre et la demande fonctionnerait. On voit bien que malgré l'excès d'offres, on a toujours une augmentation des prix. Et en fait, voilà, ce que je montre, c'est que c'est vraiment aussi cette inflation des prix tient aussi avec tout ce tissu social dense de professionnels. Concrètement, comment ça se passe? Et pourquoi? Alors, avant de revenir là-dessus, concrètement, comment ça se passe? C'est que, en effet, il y a un intérêt convergent finalement des professionnels à ce que les biens se valorisent et à ce qu'on continue à construire du bureau. Pourquoi? Parce que, je vais revenir, il y a les acteurs, on partage finalement des intérêts relativement convergents. Premièrement, on a les grands cabinets de conseil en immobilier, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL, qui sont là, je vous ai cité les principaux, qui sont en fait des agents, pour simplifier, hein, on va dire ce sont un peu des agents immobiliers pour professionnels, dans le sens où ils accompagnent en fait les investisseurs qui cherchent à échanger des immeubles entre eux, mais également des entreprises locataires qui chercheraient des locaux. En plus de ça, ils ont tout un tas d'activités, mais la majorité de leur chiffre d'affaires, c'est les commissions à la transaction. Donc, ils ont évidemment intérêt à ce que le marché produise de nouveaux biens, que la demande tourne, que les locations tournent, qu'on crée de nouvelles modes de bureaux. Et donc, ces cabinets, en plus de leur activité d'accompagnement à la transaction, ils privatisent l'expertise sur les marchés du bureau, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont constitués en groupement d'intérêt économique en 2001 et dans ce cadre, ils partagent leurs informations sur les transactions immobilières et grâce à cela, façonnent tout un tas de chiffres, d'indicateurs pour décrire l'état des marchés du bureau. Sauf ce que je montre donc dans mon livre, c'est que derrière la transparence affichée par ces cabinets, ils produisent en revers tout un tas d'ignorance sur ce marché, c'est-à-dire qu'ils laissent sous silence tout un pan du marché de l'immobilier de bureau. Juste pour prendre un exemple, par exemple, c'est la différence entre le loyer facial et le loyer économique. Donc, le loyer facial, c'est le loyer théorique qui est inscrit sur le bail d'une entreprise locataire, sur un contrat de location. Et en pratique, les fonds propriétaires offrent tout un tas de ristournes, de franchises à ces entreprises pour les inciter à s'installer dans leurs locaux, qui peuvent aller jusqu'à 30% du loyer facial. Donc, en pratique, ces entreprises paient ce qu'on appelle un loyer économique dans le jargon. Or, les immeubles sont valorisés dans le cadre des valorisations immobilières à un loyer facial, donc c'est-à-dire au loyer théorique, ce qui survalorise artificiellement le marché du bureau. Donc ça avait été décrit notamment dans un article des Échos par une journaliste, Catherine Sabat, l'immobilier de bureau, la grande illusion. On a d'autres pratiques. Donc là, c'est le loyer facial qui est toujours divulgué, hein, par exemple, dans les études, jamais le loyer économique. On a par exemple un autre indicateur, c'est la demande placée de bureaux. C'est le nombre de mètres carrés qui ont été signés par des entreprises sur un trimestre. Or, on ne décompte pas le nombre de bureaux qui ont été quittés par des entreprises, ce qui fait qu'on a finalement toujours évidemment une demande placée positive, mais qui laisse sous silence les bureaux, ce qui laisse de côté la demande nette. Or, ensuite, ces chiffres sont repris par les médias économiques et finalement, ça donne aussi l'illusion d'un marché du bureau finalement qui est attractif, qui fonctionne bien.
Je vais passer peut-être c'est plutôt la manière dont si on façonne des territoires, dont on façonne des fictions sur les besoins des territoires. Par exemple, voilà, dans le cadre du Grand Paris, on voit les perspectives de développement à privilégier. Juste quand même pour le montrer, on voit par exemple consolidation du pôle de Saint-Ouen à votre droite du graphique. Et c'est vrai que si on regarde le nombre de bureaux vacants neufs dans cette zone, voilà, on voit que ça, ce graphique, il est fait en 2018. Et donc, voilà, c'était avant qu'éclate cette surproduction. Donc, à côté de ces fictions créées aussi par ces cabinets qui, on va dire, qui participent aussi à accompagner ces investisseurs, mais aussi à justifier la spéculation de ces fonds immobiliers, on a aussi toute une organisation du travail au sein des fonds qui finalement rend rationnelle la surproduction et la spéculation, comme je dis. C'est important de noter que pour quand même revoir le contexte dans lequel j'étais dans un contexte particulièrement où les prix, voilà, où les professionnels oscillaient vraiment entre cynisme entre cynisme et croyance, avec cette idée de se dire mais mince, quand le marché va se retourner, parce que ils savaient très bien que les taux d'intérêt bas contribuaient aussi à survaloriser leurs immeubles, que les capitaux continuaient d'affluer sur le marché du bureau. Certains ne savaient même pas où placer encore ne savaient plus où placer ces capitaux, et donc c'est important d'avoir en tête voilà ce contexte très précis des années voilà de cette fin des années 2010 et donc dans cette logique évidemment les fonds eux ils ont une obligation de placement des capitaux, c'est-à-dire que quand ils le perçoivent, quand des personnes ont placé dans une SCPI leur capital, ensuite ils doivent bien ces fonds doivent bien trouver des débouchés à ce capital. Donc il y avait deux possibilités, soit surenchérir les prix dans le centre de Paris où les professionnels pouvaient se battre pour acheter certains immeubles dans le centre de Paris, soit autre possibilité, c'était construire évidemment des bureaux neufs. Au-delà de ça, au-delà de cette obligation de placement qu'ont ces salariés de la finance qui travaillent dans ces fonds, il y a une forte concurrence entre les fonds qui fait qu'ils doivent toujours essayer de chercher le maximum de rentabilité pour attirer toujours le plus grand nombre de clients investisseurs. Mais on a également un système de rémunération spécifique basé sur une asymétrie des incitations qui fait que les fonds immobiliers, au sein d'un fonds, un salarié qui surperformera par rapport aux attendus en termes de performance, de rendement, aura des bonus, mais ce n'est jamais l'inverse s'il n'aura pas de malus, s'il sous-performe. Il gardera son salaire fixe et pas de malus. Ensuite, évidemment, il y a la question de la responsabilité individuelle. Finalement, en fait, vu à partir du moment où un salarié a bien justifié en bonne et due forme que l'investissement dans ce moment précis était vu comme rationnel, la responsabilité de la surproduction ne lui incombera pas. C'est une obligation de moyens. On a justifié rationnellement avec des techniques de calcul, avec des rapports que cet investissement pouvait être rationnel et ce n'est pas une obligation de résultat. Voilà, parmi ces éléments. Donc, pour terminer, parce que je vois que le temps file, j'aimerais quand même revenir sur la période récente. Donc évidemment, pendant longtemps, cette surproduction, elle a été invisibilisée. Et ce qu'on observe, c'est, excusez-moi, c'est qu'on a une publicisation d'un coup, depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans maintenant même, de cette surproduction de bureaux. Pour titrer les Échos, qui écrivait en Île-de-France, la surproduction de bureaux apparaît au grand jour. Ce qui s'est passé en fait, c'est que évidemment dans ces années, depuis 2022, on a une hausse du taux il y a eu une hausse des taux directeurs des banques centrales qui ont mécaniquement, puisque le taux de rendement des bureaux est très relié à ce taux, ce qui a mécaniquement fait chuter la valorisation de ces bureaux qui ont d'un coup perdu 40%. C'était déjà la grande crainte évidemment des professionnels pendant toutes les années 2018-2019. Ça n'était pas dire ah mais les arbres ne pourront pas monter jusqu'au ciel, à un moment ça va s'écrouler, mais en même temps ils continuaient à engranger des plus-values, ils étaient contents, mais aussi dans l'inconfort. Et donc là, d'un coup évidemment, la machine
la machine est cassée avec l'augmentation des taux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement les professionnels aussi cherchent à recadrer le débat dans ce contexte. C'est que évidemment, on a conscience aujourd'hui que ces bureaux vides ne pourront, on vont encore augmenter dans les prochaines années, notamment en plus avec enfin, voilà, il y a une stagnation, en tout cas, de la création d'emplois tertiaires dans la région Île-de-France et les bureaux, certains disent qu'on pourra atteindre 8, 9, voire 10 millions encore de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France. Et donc ça, c'est dans ce contexte aussi que les professionnels vont essayer de se saisir la question davantage de la transformation de ces bureaux vides en logements. En effet, dans cette période justement, et donc, en effet, on a par exemple des organismes comme l'ORIE, l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise, qui regroupe des acteurs publics et des professionnels de l'immobilier financier d'entreprise. Et donc, pour faire, c'est un observatoire qui publie aussi des recommandations en matière de législative, de réglementation du marché de l'immobilier de bureaux, d'entreprises au sens large. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement les professionnels qui pendant longtemps étaient plutôt réticents à cette transformation bureau-logement, d'un coup se ressaisissent de cette question. On a l'ORIE qui produit un indice. Il y a un téléphone, pardon, qui produisent un indice de recyclage des bureaux en logement pour dire voilà les endroits où il serait rentable à présent finalement de transformer ces bureaux en logement. Sauf que là, on est encore dans une logique purement finalement de rentabilité financière. On ne réfléchit pas en fonction d'un projet d'aménagement. C'est un indice qui permet de dire ici le différentiel entre les prix au mètre carré du logement et du bureau font qu'il est intéressant ici de faire de la transformation. Ça pose question, comme je vous disais, d'un point de vue d'urbanisme, justement, de penser selon seulement cette rentabilité financière. Et au-delà de ça, ce qui pose problème, c'est qu'on a ces professionnels qui s'activent depuis déjà avec la loi Elan et encore aujourd'hui avec la loi Daubié, qui s'activent pour demander auprès de l'État des incitations pour transformer ces bureaux en logements. Donc le problème, c'est qu'en quelque sorte, finalement, il y a la responsabilité de cette surproduction il se dédouane de la responsabilité de cette surproduction finalement en demandant de socialiser les pertes qu'ils ont subies. Très concrètement, la loi Elan déjà permettait en 2018, il y avait eu des recommandations de l'ORIE qui demandaient des assouplissements de la production de logements sociaux, des dérogations à la production de logements sociaux dans le cadre de la loi dans le cadre de la loi Elan, quand on transformait des bureaux en logements, des bonus de constructibilité des immeubles pour rentabiliser les opérations de transformation bureau-logement. Et la loi Daubié de 2025 permet, par exemple, des dérogations à la taille des chambres, à la taille des logements dans le cadre des transformations bureau-logement, ou encore un permis de construire réversible. Le permis de construire réversible, c'est un permis qui permet de changer facilement d'usage d'un bien sans avoir recours à un nouveau permis de construire sur une période de 20 ans. Alors, on pourrait se dire oui, pourquoi pas, mais la chose dont, en tout cas, je veux dire pour ce permis de construire réversible, le problème, c'est que finalement, on voit que cette réversibilité, elle est surtout promue à la base par des professionnels de l'immobilier. Il y avait Bouygues Immo qui avait fait en 2016 une exposition sur la réversibilité à la Cité de l'Architecture. Finalement, c'est aussi un outil pour justifier de construire des bureaux neufs et de l'autre côté, si l'opération ne marche pas, on pourra transformer ça en logement. Mais en fait, on est en train de finalement libéraliser l'urbanisme et finalement, l'immeuble réversible devient finalement le pendant architectural du principe de liquidité financière où le capital doit circuler, peut être mobile.
Au-delà de ça, il y a cet enjeu, bien sûr, de quels logements sont construits. Je vous parlais des dérogations de la taille, enfin des dérogations en termes de logement social, mais également en termes de taille des logements, mais également en termes de normes, par exemple normes incendie, PMR, qui actuellement, donc les professionnels demandent qu'elles soient assouplies. En fait, ça pose vraiment des questions sur le type de logements qui sont produits, parce que aujourd'hui, évidemment, puisque le bureau ne va plus être un actif. En tout cas, ils vont devoir diversifier leurs investissements vers d'autres types de produits d'investissement. Et le logement, entre guillemets, je mets, mais plutôt les résidences étudiantes privées, le co-living, les résidences services sont aujourd'hui des nouveaux produits d'investissement pour ces fonds. Donc, on voit qu'ils ont aussi de travailler à l'ouverture d'un nouveau marché qui est rentable pour eux. Sauf qu'une résidence étudiante privée, en Île-de-France, en moyenne, c'est 800 € la chambre. Ça monte à plus haut, évidemment, à Paris. Et donc, évidemment, la solution n'est pas de surconstruire de la résidence étudiante dans le cadre de ces transformations. C'est intéressant à ce sujet de voir quelques expériences internationales. Par exemple, on voit qu'en Angleterre, on a eu dans les années 2010 ces opérations de transformation bureau-logement qui d'ailleurs avaient été avec des demandes d'assouplissement, de libéralisation du droit de l'urbanisme ou d'incitation fiscale qui avait été demandée par les conservateurs, et dans la même dynamique que ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, on observe qu'en fait, en tout cas, l'étude menée par le ministère du Logement britannique montrait que la majorité de ces logements étaient souvent inabordables. Et par ailleurs, on observe aussi que la majorité aussi de ces bureaux convertis peuvent aussi être sujets davantage à des problèmes de bouilloire thermique parce que liés à des normes techniques de bâtiments moins adaptés au résidentiel. Voilà, donc voici pour ma présentation. Je finis le livre en faisant quelques pistes d'action. Peut-être, voilà, je vois que j'ai plus ou moins, il va falloir que je conclue, mais donc je dis donc dans ce livre que notamment c'est important de produire des contre-expertises, des contre-récits, alors pour stopper la production de bureaux neufs, mais en tout cas, on voit comment tous ces acteurs de l'immobilier financiarisé sont bien organisés, et notamment voilà, l'oligopole des cabinets de conseil qui façonne entre guillemets un peu la météo des marchés. C'est important justement de produire aussi des contre-récits, des contre-expertises pour stopper cette production de bureaux neufs qui ne répondent pas aux besoins effectifs des populations, mais également d'imposer dans les cadres des projets de transformation de la production de logements sociaux de qualité, puisque là on est toujours sur des politiques incitatives et non pas sur des politiques contraignantes. Et donc, c'est important que ces politiques publiques ne soient pas indexées à ces exigences de rentabilité des fonds d'investissement qui ont surproduit du bureau. Je parle aussi, ce qui est d'actualité, à faire appliquer l'outil de la réquisition, notamment peut-être en donnant transférant cette compétence aux municipalités. Ou alors voilà, j'ouvre cette question, l'expropriation d'immeubles de bureaux vides, qui, comme c'était voilà à Berlin, il y a eu cette proposition qui est ce référendum où il y a eu un vote oui pour tous ces immeubles de logement. Pour le coup, c'est des logements détenus par de nombreuses grandes sociétés immobilières. Je parle de cette question d'expropriation puisqu'en fait, par exemple, durant le cadre dans le cadre du Grand Paris Express, on a eu des habitants qui se sont vus exproprier, des propriétaires occupants qui se sont vus exproprier pour cause d'intérêt public leur logement pour construire le Grand Paris Express. Et donc, voilà, c'est questionner aussi cette question de l'expropriation dans le cadre finalement pour des propriétaires immobiliers non occupants. Et enfin, je parle voilà, d'outils pour définanciariser le foncier et l'immobilier. Voilà, pensez
à la régulation, du fond, à l'encadrement des prix du foncier, à la fin des niches fiscales pour les foncières cotées, par exemple. Voilà, ce sont vraiment des pistes d'action à plein de niveaux, court terme, moyen terme. Voilà, donc je serais ravie d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Duros. C'était à la fois extrêmement dense, mais très, très précis et argumenté. Donc, moi, j'ai fait un grand voyage avec vous, toujours dans ce domaine qu'on pense un petit peu comprendre, mais qu'on objective avec difficulté. Donc, un immense merci. J'en profite aussi pour remercier d'ailleurs Samuel qui est avec nous, qui vous a mis en relation avec nous. Voilà, donc j'invite tout le monde à rebrancher les caméras et les micros pour un petit temps d'échange.